commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Sahar Ramadankum, sahaftokum, marhaba bikum. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. On rentre directement dans le sujet. Comme chaque année, le rapport mondial le plus fiable sur l'utilisation du digital, d'Internet, des réseaux sociaux et des technologies dans le monde est publié par Kepios et We Are Social. Les chiffres sont hautement fiables car ils s'appuient sur des outils de notoriété mondiale dont le cœur de leurs activités est de récolter des données. Mais ce sont des chiffres bruts. Le GAN a décidé cette année de faire une analyse approfondie de ce rapport pour 4 raisons. La première, c'est simplifier la lecture et l'interprétation des chiffres présentés dans Data Reportal de façon à le rendre plus accessible pour le plus grand nombre. La deuxième raison, c'est de démocratiser la culture du data-driven en faisant de ce rapport basé sur des chiffres concrets un référentiel de performance à suivre. La troisième raison, c'est analyser et tirer des insights et des enseignements concrets sur les habitudes et les usages qui se font localement des internets et des réseaux sociaux. Et la quatrième raison, c'est de proposer à la lumière de ces insights des recommandations à suivre pour traiter les anomalies relevées et renforcer les efforts sur les points positifs. Alors, cette première édition elle a été baptisée Comprendre le numérique en Algérie et coproduite par le groupement algérien des acteurs du numérique en partenariat avec la Zone, qui est une agence digitale, avec la contribution d'auteurs des deux parties, en prenant également en compte les différentes lectures déjà publiées par certains acteurs. Donc, je remercie M. Anis Ababsia, chargé de la communication du GAN et gérant de l'agence digitale Zone. Je remercie aussi Yazid Agdal, c'est les contributeurs. Hein. Je remercie aussi Yazid Agdal, qui est membre du conseil d'administration du GAN. Je remercie Selim Beja, un ami du GAN. Et je remercie M. Emile Bensiem, qui est aussi membre adhérent au GAN. Donc, vous allez recevoir le document dans vos emails à partir de demain, Inch'Allah. Je finis par saluer Adex Technologies qui nous offre la plateforme Zoom gratuitement. Alors, on commence et je donne la parole à M. Yazid Agdal. Merci Taj. Salam alaikum. Sahaftorkum, sahamdankum. Donc, marhaba bikoum pour cet événement. En fait, comme a dit Tej, l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter un travail qui a été fait donc entre le GAN, les contributeurs et l'agence Zone. C'est pour essayer un petit peu d'interpréter les chiffres qui ont été rapportés sur le rapport Data Reportal, mais en essayant un petit peu de faire des interprétations et de faire des conclusions, essayer de voir par rapport au contexte algérien quelles sont les significations de ces chiffres et d'essayer de donner du sens à ces chiffres. Donc, bien sûr, ça reste à dire que nous ne sommes pas les propriétaires de ces chiffres. On essaie, c'est-à-dire les documents qui vont être fournis, Tej va donner on va peut-être les publier ou les envoyer. Donc, il y a 2 versions, une version en français ou l'arabiya. Donc, c'est cette présentation, en fait, une vingtaine de minutes à 25 minutes. On va essayer de donner un résumé du travail réalisé. Et sur la partie questions-réponses, on va essayer de vous répondre par rapport aux différentes questions qui peuvent être ça veut dire posées en fonction du contenu qui va être présenté. Alors, on est avec la pénétration d'Internet. Donc, sur le rapport, on lit bien que le taux de pénétration d'Internet, donc le nombre d'Algériens connectés à Internet, il dépasse les 60%. Donc avec une croissance de 7,3% par rapport à l'année de 2021. Donc, il y a
تطور واضح بالنسبة لدرجة انتشار الإنترنت بالنظر للسنة الفائتة ولا حتى بالنظر للبلدان الأخرى. quand on voit les pays qui sont plus ou moins les meilleurs en Afrique, en l'occurrence le Kenya et le Nigeria, qui sont à 42 et 51%. Donc on voit qu'on a vraiment un taux de pénétration important. Donc العدد الجزائريين اللي راهم متصلين بالإنترنت نقدروا نقولوا بين الأعلى في إفريقيا. Donc le taux de pénétration a avancé de 7,3%. La moyenne mondiale et africaine ne dépasse pas les 4%. Donc on a aussi un autre défi, تحدي واحد آخر في الجزائر اللي هو المساحة. On a un pays très grand, de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. Donc, essayer de donner le même service avec la même qualité pour l'ensemble des Algériens au niveau du territoire national. Donc, en termes d'infrastructure, ça nécessite un effort énorme. C'est chose qui n'est pas facile. Donc, c'est très différent de comparer ce taux de pénétration et le service Internet d'un petit pays comme la Tunisie ou un autre pays et avec l'Algérie. Donc, l'effort à faire pour donner et offrir ce service, il est considérable. القراءة الأخرى أنه عندنا 27 مليون جزائري تقريبا اللي هم متصلين بالإنترنت. Là, maintenant, هذا العدد, ce nombre qui est connecté, doit consommer des services auxquels on doit offrir des services. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut profiter de ce nombre et ce taux de pénétration pour voir. C'est là-bas الكرة في مرمى السلطات ومختلف الهيئات الحكومية وحتى الخاصة والقطاع الاقتصادي باش يشوف ما هي الخدمات وش الخدمات اللي نقدروا نوفروها للجزائريين في إطار هذا العدد اللي راهو على الإنترنت. En liaison avec le taux de pénétration, on parle de vitesse de téléchargement et de débit d'une façon générale. Ce qui est clair, c'est que vous êtes tous au courant que durant l'année 2021, il y avait un effort qui a été fait pour augmenter la bande passante pour l'Internet fixe. Donc, l'Internet fixe, sur les chiffres, sur le rapport Data Reporter, donc on affiche une connexion fixe avec un débit de 9,78 mégabits par seconde et un débit de 11,44 pour les réseaux mobiles. Donc, en termes de croissance, on lit bien que côté réseau mobile, on a une croissance de 45%. Et pour le réseau fixe, Internet, donc essentiellement la DSL, on a une croissance de 170%. Et la moyenne des Anis, tu prends le relais. Yazid a un problème de connexion. على بالك انخلعت عن بالينا اللي راحت لي كونيكسيون. Donc oui, en fait la vitesse internet en fait fixe elle a carrément à peu près triplé, donc on parle d'une augmentation de croissance de 170%. Yazid, tu es de retour parmi nous. En fait, parlons de stabilité de la connexion. La connexion, il y a un souci de connexion. En fait, c'est dans le bon slide. Donc, comme on a dit, donc, la contrainte principale, c'est même si on a un bon débit, donc la contrainte, c'est d'avoir une connexion stable qui permet de consommer du contenu et surtout de pouvoir utiliser cette connexion comme outil de travail. Surtout avec le Covid, on a constaté ça. Donc, beaucoup de personnes sont passées vers le travail en remote.
les réunions à distance, du e-learning. Donc, sur pas mal de choses, on a eu une croissance en termes de débit, mais à la fin, la contrainte reste comment arriver à une connexion stable et qui peut offrir ce paramètre de stabilité qui est très important. Un autre paramètre aussi, on a assisté l'année passée, comme les années passées, à la coupure d'Internet pendant la période du bac, qui a impacté, c'est vrai que moins par rapport aux années passées, mais encore une fois, on ne peut pas accepter, vu l'utilisation et l'importance d'Internet. Pendant la période de bac, il y a beaucoup d'impact sur la partie économique. Il y a beaucoup d'entreprises où le business dépend directement d'Internet. Donc, ce qui fait que pénaliser ces acteurs en coupant la connexion et au moins en la limitant pendant la période de bac, ça reste toujours un problème pour lequel il faut trouver toujours une solution. Next slide, Anis. Alors, toujours parlons d'accessibilité de la connexion. Donc, le problème qui reste posé, c'est comment, si on veut à un moment donné démocratiser l'accès à la connexion Internet, donc il faut faciliter l'accès au matériel informatique qui permet l'accès. Parlons de smartphone, par exemple, sur cet exemple qu'on a donné, c'est le coût d'acquisition d'un smartphone en Algérie, le moins cher. Il est équivalent à 35% du revenu moyen d'un citoyen algérien, alors que la moyenne africaine est de 20%. On peut parler la même chose avec les prix des laptops, les prix des desktops. Donc, les taxes actuellement qui sont appliquées, les taxes douanières, qui sont appliquées au matériel informatique lors de l'importation, sont un handicap pour faciliter et démocratiser l'accès à Internet, même si pour les smartphones. Donc, ça peut donner, ça veut dire accès à un certain type de contenu, mais si on parle par exemple de e-learning ou d'autres types de contenus, on doit avoir des laptops ou des PC. Donc, si on ne va pas régler ce problème de taxes douanières, donc automatiquement, ça va perturber le développement du numérique en Algérie. Un point positif qu'on signale, c'est le coût d'accès les coûts d'accès à Internet sont 2 à 3 fois moins chers que nos voisins maghrébins et africains. Donc, ils ne dépassent pas les 0,2% du revenu moyen. Donc, relativement, le coût d'accès à la connexion Internet, il faut saluer aussi que l'augmentation de débit de 2 à 10 mégas a été faite sans impact sur le prix. Donc, c'est un point positif auquel on peut souligner. Sur le même rapport Data Reportal, il y a des statistiques sur les sites les plus visités en Algérie. Donc, vous avez à peu près un classement sur les 20 sites. Donc, un élément positif, c'est que les sites éducatifs, donc ONCI Éducation et DZ Exam, donc ça prouve que les familles algériennes s'intéressent de plus en plus à l'éducation de leurs enfants. Donc, ces sites contiennent essentiellement des sujets d'examen. Donc, ça devient un outil indispensable pour la préparation des élèves pour les examens. Aussi, il y a beaucoup de chaînes YouTube pour un contenu éducatif, donc des enseignants qui présentent un contenu éducatif. Donc, قنوات تعليمية في جميع الأطوار ابتدائي متوسط ثانوي. Donc, c'est une bonne chose. On a aussi toujours les sites informatifs d'information, de chaînes, de journaux, de blogs, Wikipédia figurent aussi sur la liste des 20 sites les plus visités. Les sites de e-commerce, donc on a localement Wetknis qui figure, donc c'est un site, le site local le plus visité pour tout ce qui est annonce et on ne parle pas vraiment du e-commerce, mais c'est le futur qu'on pourra espérer pour ce site et d'autres sites. Donc on a Amazon, AliExpress, donc ça prouve que les Algériens donnent de l'intérêt pour ces sites ou pour ce domaine. Une autre remarque importante, c'est même si officiellement tout ce qui est crypto-monnaie est interdit en termes d'utilisation officiellement, mais on voit qu'il y a un site qui est très visité, donc ça prouve qu'il y a un intérêt des Algériens pour tout ce qui est crypto-monnaie. Donc c'est un indice
qui pourra attirer l'attention des autorités sur cet aspect et surtout l'aspect légal à cette partie de crypto-monnaie. Un point, si on peut dire négatif, mais c'est par rapport au contenu. On remarque que ça reste YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, c'est des contenus qui sont très consommés sur Internet, ce qui fait que tout l'effort qui a été fait par les autorités pour l'augmentation de débit, à la fin, ceux qui vont bénéficier de ce débit, de cet effort, de tous ces investissements, sont les GAFAM et les sociétés étrangères qui ne vont pas réellement, ils vont bénéficier de cet effort, mais sans rien payer. Donc, ils ne payent pas d'impôts, ils ne paient rien en Algérie. Et c'est le contenu le plus consommé. Donc, c'est lié à l'absence d'un Revient à la stabilité. Hein. يا يزيد ما تحشمناش. Il va revenir, Inch'Allah. Oui, exactement. Il allait évoquer le fameux sujet tabou. Ça a été coupé par les GAFAM. Encore une fois, la stabilité l'a fait. Alors, à la dépendance internationale et tu parlais à l'absence de… Voilà, à l'absence de contenu local, donc qui pourra être utilisé dans tous les domaines. Donc, ça va interpeller peut-être les autorités à penser comment, ça veut dire essayer de, au moins si ces géants mondiaux bénéficient de cet effort, de cet investissement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de bénéficier, de payer des taxes? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut trouver des moyens pour au moins rentabiliser un peu l'investissement de la bande passante qui est consommée par ces éditeurs mondiaux. Un dernier point, c'est que les sites pornographiques ne figurent pas dans la liste. Donc, c'est un élément positif. Ça peut être aussi lié à peut-être un filtrage qui est fait à la source. Next slide, Anis. Alors, sur les recherches Google, donc, on remarque que sur les top 20 mots clés recherchés, on trouve traduction, Google Traduction, Tarjama. Donc, ça peut représenter, on peut l'expliquer par plusieurs explications. Donc, ça peut être que les Algériens sont plus ouverts au monde. Ça peut être un indice d'ouverture sur de nouvelles langues, en l'occurrence l'anglais. Et ça peut aussi signifier qu'on a un problème quelque part côté langue étrangère par rapport à la nouvelle génération. Bon, les tendances sur le terrain disent que la nouvelle génération est plus anglophone que francophone. L'arabe de plus en plus est dominant et le français, plus ou moins, il recule. Donc, cette ouverture donc, sur le monde va automatiquement, avec les outils existants, va faciliter plus la partie langue et ouverture sur les autres cultures et les autres langues. Pour YouTube, sur le rapport Data Reporter, on remarque que la plupart du contenu recherché, c'est Arani, Ornia, c'est films, c'est des noms de quelques artistes, donc ça, et films, donc on est plus dans le divertissement. Donc aussi, c'est un indice sur le type de consommation des Algériens sur la partie vidéo. Next slide, Anis. Alors, ainsi, on arrive à la fin de la première partie sur surtout le taux de pénétration d'Internet, le débit, les recherches, les sites les plus visités. Donc, plus ou moins, notre conclusion, c'est avec ce nombre important d'Algériens qui est sur Internet. Et même si on dit qu'il y a beaucoup de plateformes
électroniques qui sont à titre pour usage administratif ou commercial qui ont été mis en place pour les citoyens. Pour nous, il faut avoir des KPI. Il faut avoir des KPI pour dire que même si ces plateformes existent, quel est le taux d'utilisation? Est-ce qu'on a des indices réels pour toutes les plateformes qui ont été mises en place? Quel est le vrai niveau d'usage et l'adoption par le citoyen? Si on a de faibles chiffres, il faut se poser des questions. Pourquoi les citoyens n'utilisent pas ces plateformes? Et si on a fait des investissements pour avoir ces plateformes, pourquoi on n'est pas arrivé vers un niveau d'utilisation plus ou moins qui est important? Aussi, ce nombre important d'Algériens doit pousser les autorités à penser réellement comment utiliser ce nombre important d'Algériens sur Internet pour enlever toutes les barrières bureaucratiques, faciliter la vie des Algériens et aussi bénéficier des services de e-payment et tous les services qui peuvent être mis à la disposition des citoyens. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'évaluation qu'il faut faire sur tous les services qui ont été mis à disposition des citoyens pour mesurer leur utilisation, faire une évaluation et faire un diagnostic si on a des insuffisances, des lacunes, les trouver et essayer de trouver les bonnes solutions. Je passe la parole à Anis pour la deuxième partie. Merci à vous. Comme ça. يعطيك الصحة يزيد. Anis, à toi. Bonsoir à tous. Alors, la partie Internet, accès débit, etc. étant déjà présentée par Yazid, on passe à la partie social media. Donc, en fait, un des chiffres les plus remarquables par rapport à l'utilisation de la social media, c'est que pratiquement, littéralement, chaque Algérien ayant accès à Internet est par définition un socionaute. Ça veut dire que notre définition de l'Internet, notre utilisation de l'Internet en tant qu'Algérien, elle est une utilisation sociale. On n'est pas un peuple qui conçoit l'Internet sans les social media. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'on peut tirer profit de cet avantage, de cette réalité? C'est en fait par le fait que on a l'habitude d'utiliser social media pour littéralement un peu le quotidien internet. En fait, il est important de prendre en compte un concept qui s'appelle le social CRM. En l'occurrence, le fait que dans notre quotidien, on va être amené à interagir avec des administrations, avec des acteurs économiques, donc des entreprises. Et le fait que demain, je puisse avoir la capacité d'interagir avec une administration sur social media. Ça veut dire que la requête que je formule sur un site web, par exemple, à travers un formulaire de contact, peut être considérée par une administration comme un canal officiel. Ça veut dire que je peux, par exemple, entamer une démarche sur un site web à une administration et c'est considéré comme une démarche officielle. Cependant, si j'entame la même démarche, par exemple, sur une messagerie instantanée à social media, ou là en commentaire, ou là, en fait, la requête, elle n'est pas prise au même piédestal en termes d'importance. Et en fait, dans d'autres contextes, on constate qu'aujourd'hui, le fait de formuler une requête sur Messenger, par exemple, auprès d'une banque, d'une administration, etc., en fait, je dois pouvoir m'attendre au même niveau de prise en charge que si j'avais formulé la requête dans un guichet officiel ou sur un site web. Force est de constater que malgré la présence massive des Algériens sur social media, si en fait des acteurs économiques, administrations, institutions gouvernementales ne commencent pas à exploiter social media au-delà de la présence pour diffuser du contenu et ne commencent pas à utiliser social media pour prendre en charge réellement les requêtes, les doléances, les socionautes, en fait, on ne va pas atteindre un niveau de maturité utile. Car social media, on continuera uniquement à consommer du contenu au lieu à une échelle utile pour le citoyen. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on a comme social media qui sont consommés? Vous avez Facebook qui est en fait un réseau social qui est en net recul partout à travers le monde. En Algérie, depuis à peu près 4 ans, on constate que Facebook est en stagnation et chaque année, en fait, on prédit que
qu'il y aura de moins en moins d'utilisateurs Facebook. Et étonnamment, contrairement à d'autres pays, l'Algérien reste fermement accroché à Facebook, probablement du fait que c'est un social media transverse qui rassemble en fait toutes les formes d'interaction possibles. Vous avez Snapchat qui est en fait officiellement classé comme le troisième réseau social en Algérie après Facebook et Instagram. Instagram, on ne l'a pas mis en fait, parce qu'en fait, il est considéré comme le réseau social le plus stable. Ça veut dire que depuis quand même quelques années, il maintient à peu près le même taux de croissance en termes d'utilisateurs. Et c'est en fait considéré comme le réseau social le plus stable, puisqu'en fait, les marques ne prennent pas de risque à investir dessus pour se bâtir une image. Contrairement le Facebook, oui, on est en train les gens essaient de prédire est-ce que demain Facebook va disparaître, va perdre du terrain, etc. Snapchat affiche officiellement un nombre d'utilisateurs de 6 millions sur les 24 millions de social media users algériens. En vrai, la réalité est que Snapchat n'est pas utilisé en tant que réseau social, mais en tant que producteur de filtres uniquement. Ça veut dire que le vrai usage qui est fait de Snapchat, c'est que les gens se connectent dessus, utilisent la fonctionnalité tel filtre et exportent les contenus et exploiter dans d'autres plateformes. Donc, en fait, c'est un vrai faux chiffre qui est le classement en troisième. Twitter qui est le fameux mal aimé en Algérie, puisqu'en fait, on n'arrive toujours pas à dépasser la barre à 1 million d'utilisateurs Twitter. Donc, à part la présence de certains officiels, personnages publics, etc., les Algériens ne font pas véritablement une utilisation de Twitter. TikTok, en fait, le seul chiffre qu'on a, c'est le nombre d'heures qui est consommé. On n'a pas vraiment de chiffre sur le nombre d'utilisateurs. Pas parce que TikTok ne veut pas les partager, mais en fait, le moment où TikTok a révélé publiquement les chiffres TAO, c'était un petit peu à la fin de l'étude Data Portal. Donc, c'était un peu trop tard pour les inclure, mais d'ici l'année prochaine, on aura véritablement le nombre d'Algériens officiels sur TikTok. Mais le nombre d'heures suffit pour en dire long. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, le nombre d'heures que les Algériens ont consommé TikTok, il est uniquement dépassé par YouTube. Le nombre d'heures, il est égal au nombre d'heures consommées sur Facebook. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas l'impression et on continue à dire que les TikTok, c'est un réseau social qui a un avenir. C'est pas que Jay, c'est qu'il est déjà là. On est déjà en train de consommer TikTok au moins autant qu'on est en train de consommer Facebook. Ce qui est par contre effrayant, c'est qu'on n'a pas vraiment une connaissance de TikTok, contrairement au Facebook, où on a avec le temps commencé à comprendre les mécaniques de mon contenu chiffré, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de l'influence, etc. TikTok reste encore un gros point d'interrogation et en plus, doublement le fait qu'il n'y a pas encore de chiffres, ben, en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment faire peur. Donc, il est vraiment temps de s'intéresser de près à l'utilisation de TikTok. Alors, LinkedIn, c'est un réseau social qu'on peut qualifier d'utile, parce qu'en fait, il permet vraiment de contribuer à la création de richesses. Donc, il permet de proposer des matchings entre des gens qui proposent et des gens qui cherchent des emplois, le fait de commercialiser des produits, etc. Malgré ça, en fait, on reste à un nombre d'utilisateurs vraiment qui ne dépasse pas les 10% d'utilisateurs de la base globale des social media users en Algérie. Et en fait, le dilemme, c'est que est-ce qu'on devrait encourager les gens à aller à exploiter des réseaux sociaux comme LinkedIn à partir de l'étape où ils arrivent au lycée ou à l'université? Oui, non, parce qu'en fait, il y a ce que disait tout à l'heure Yazid, en fait, justement, c'est que quelque part, si on encourage les gens à aller sur LinkedIn, ben, en fait, on est toujours en train d'encourager une dynamique de dépendance. Est-ce qu'on devrait proposer un autre réseau social professionnel qui permette d'être une alternative sans être dépendant à des géants qui mettent les GAFAM? Peut-être, why not? Le but, c'est de soulever des questions plus que de proposer des réponses. Alors, globalement, sur le mobile, vous avez un taux de connectivité de 103%. Ça veut dire que sur 44 millions d'Algériens, vous avez 46 millions de lignes mobiles. Et ça s'explique tout simplement par le fait qu'en général, certains Algériens ont deux, voire dans certains cas, trois puces, pour deux raisons principales qui sont le fait qu'on a pratiquement, dans le milieu professionnel, besoin d'avoir deux identités, une professionnelle, une perso, mais surtout par le fait qu'aujourd'hui, le fait que les opérateurs mobiles se positionnent de façon différente. Donc, vous avez un opérateur mobile
qui vous propose un super forfait en termes de débit et de stabilité de connexion. Mais en contrepartie, vous en avez un autre qui vous propose une meilleure couverture sur les 58 wilayas. Donc, on est obligé d'avoir deux, voire dans certains cas, trois puces. Alors, l'indicateur radar, en fait, il a été en fait créé pour essayer de voir à quel point une population elle a accès au mobile et elle utilise le mobile. Dès qu'on dépasse en fait les 100%, au-delà, ça ne sert à rien de continuer à essayer de gonfler le chiffre pour dire la population est le plus connectée. Parce qu'en fait, dès qu'on dépasse les 100%, le plus ça veut simplement vouloir dire que les gens ont plus de lignes. Ça ne veut pas dire que plus de gens sont connectés, ont des lignes mobiles. Donc, par exemple, l'Afrique du Sud, vous avez un chiffre qui atteint les 170%. Ça ne veut pas dire que les Sud-Africains utilisent plus le mobile que nous. Ailleurs seulement dans des pays occidentaux où l'a développé, le taux de connectivité mobile avoisine à peu près un taux équivalent. Il dépasse très rarement les 110%. Alors, l'utilisation mobile, spécifiquement à social media, vous avez un chiffre qui est intéressant, c'est les fameux 98%. Ça veut dire que littéralement, chaque Algérien se connectant sur social media le fait au moins une partie mais au moins une partie les fois où il le fait sur mobile. Ça veut dire que 98% des Algériens se connectent sur social media sur mobile. Donc, en fait, je connais par rapport à la nécessité des administrations et des pouvoirs publics et des acteurs économiques aussi de s'adapter à l'utilisation qui est faite par les Algériens d'Internet. Ben, en fait, il faut prendre en compte que tout le monde se connecte sur mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contenus qui doivent être produits doivent être sur des formats mobile friendly. Ça veut dire que les plateformes également, donc pas uniquement sur social media, on ne parle même plus de responsiveness aujourd'hui, on parle de mobile first carrément, voire des fois même de mobile only. Donc, il est important de prendre en compte le fait que les gens sont sur mobile essentiellement. La question de la diversité en fait, des terminaux, elle est aussi importante dans le sens où, d'ailleurs, on a essentiellement une utilisation qui est grandissante en termes de mobile. On a de plus en plus de gens qui utilisent du mobile et de moins en moins de gens qui utilisent du desktop. Alors qu'en fait, on remarque dans d'autres réalités qu'il y a des programmes qui sont en fait littéralement déployés pour encourager les gens à accéder au desktop. C'est ce que disait Yazid tout à l'heure. Le problème de la taxation, tu as l'importation, tu as le matériel informatique, fait qu'aujourd'hui, il est carrément hors de prix de se payer un laptop performant, sachant qu'une bonne partie des users, je les pour des besoins vitaux. Vous avez des chercheurs, vous avez des étudiants, vous avez des professionnels dans le domaine de la création de contenu. Et donc, on ne peut pas en fait parler de développement du numérique ou d'innovation si se pose encore le problème de l'accessibilité au matériel. Et donc, la question de la diversité, c'est, OK, au-delà du mobile et du desktop, qu'est-ce qu'on a aussi dans le paysage de matériel informatique? Ben, en fait, on n'a presque rien en dehors du mobile et du desktop. On a essentiellement 2% uniquement de tablettes et 0,03% autres. Autres, يعني داخله فيها كل smartwatch, la console de jeu. On dirait, OK, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des consoles de jeu? Ben, en fait, on en parlait tout à l'heure, brièvement, mais en fait, si on parle de politique d'innovation, ben, en fait, il faut explorer des industries qui sortent un petit peu de l'ordinaire, dont par exemple l'industrie, tu as l'e-sports ou tu as les jeux vidéo qui a en fait un poids de plus en plus considérable à travers le monde. Et donc, si Aslan, les terminaux qui permettent de développer Aslan une réflexion de base, donc la création de contenu ou de technologie sur ces l'usage, la démocratisation de l'usage, une réflexion sur les usages, éventuellement de la production de contenu. Avec cette optique, ça va être compliqué de dépasser l'optique le mobile ou desktop. Je repasse la parole à Yazid pour parler un petit peu de e-payment. Yazid. Merci Anis. Alors pour la partie e-payment, il faut dire une chose, c'est que le Covid a fait
que les chiffres du e-payment en Algérie ont fait des pas géants. Donc, on a fait une croissance peut-être de 700% entre 2021 avec les années passées. Donc, en termes de cartes bancaires, il faut savoir que la plupart des Algériens possèdent, donc 23% des Algériens détiennent des cartes de débit Dahabia ou CIB, sachant que le nombre de cartes Dahabia est beaucoup plus important. Donc, on target environ 8 millions de clients ayant la carte Dahabia. Donc beaucoup moins en carte CIB. Donc, les chiffres qui sont sur Data Reporter ne vont pas refléter réellement la réalité. La réalité, on peut la voir surtout à partir du site Agiomonétique, où on trouve vraiment les vrais chiffres du paiement électronique. Sur la partie e-payment, en interprétant les chiffres de GE Monétique, on remarque que la plupart des Algériens ils utilisent les cartes de paiement soit pour payer des factures, soit pour payer les opérateurs télécoms à travers des opérations de recharge. Donc, c'est les plus grandes opérations de paiement en ligne. Donc, si on va lier le e-payment au e-commerce, donc on a une vraie problématique, c'est que tout ce qui existe actuellement en tant que e-commerce en Algérie, c'est plus une vente à distance. On n'a pas le process classique de vente en ligne où on va payer par carte de crédit, où il y a une loi qui protège le consommateur, où si on a un problème, on est remboursé, on est indemnisé, on remplace le produit. Donc, sur toute cette partie, ça bouge, c'est très bien. Mais il faut dire que ce qu'on a actuellement en Algérie, ce n'est pas vraiment du e-commerce. Donc, il reste donc, on sait que la loi du e-commerce, elle est en cours de révision au niveau du ministère des MPTIC. On voit qu'il y a des efforts qui ont été faits par rapport au paiement en ligne, par rapport à l'adoption de l'interopérabilité entre la carte Dahabia et la carte CIB. Actuellement, je pense que tout le monde est au courant que si on a Dahabia ou CIB, on peut payer à partir de n'importe quelle plateforme de e-payment, alors qu'avant, pour Dahabia, on avait une plateforme et pour CIB, on avait une autre plateforme. Cette avancée est importante, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à la vulgarisation, la sensibilisation, gagner la confiance de l'Algérien pour pouvoir arriver à plus d'utilisation du paiement en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, soit en termes de gestes par rapport à l'utilisation de la carte Dahabia, soit par rapport au TPE, mais même par rapport aux commerçants pour les encourager à installer les TPE ou même pour être payés en ligne à travers leur plateforme, à travers des facilités fiscales, à travers des mesures qui peuvent les encourager à aller dans ce sens. Donc, pour les cartes internationales, on n'a pas de chiffre officiel pour tout ce qui est carte Visa, Mastercard. Donc, en termes de comparaison entre le nombre de détenteurs de cartes en Algérie par rapport aux autres pays, si on voit par exemple, on a un pays comme Kenya ou Nigeria, donc on a environ 45%. Donc, je pense que par rapport à ça, sur la partie CIB, donc le taux de bancarisation en Algérie reste faible, donc c'est culturel, mais je pense que par rapport à Algérie Post, on peut faire beaucoup d'efforts puisque la plupart des Algériens disposent d'un compte CCP. Donc, on remarque aussi, il faut le souligner, que l'application Beridimob prend de l'ampleur. C'est une application qui devient une application stratégique et très importante, qui est utilisée dans les virements entre les citoyens. Donc, c'est le début en quelque sorte de FinTech, mais c'est un point à signaler que cette application a de l'importance. Je passe la parole à Anis pour la partie recommandations et conclusions. لا ما تعطينيش كمل ايش تعطيني OK. Alors. بتاعك هذا يا زيد. Alors, une seconde.
Alors, en termes de, si on essaie de faire un petit résumé ou un petit récapitulatif avec des recommandations sur l'ensemble des points qu'on a vus, donc on commence par le premier point qui concerne le taux de pénétration d'Internet. Donc, l'augmentation du taux de pénétration d'Internet et de connectivité mobile et de la présence sur les réseaux sociaux est supérieure à l'augmentation de la démographie. Donc, il faut maintenir l'accélération pour réduire la facture numérique. Donc, c'est important. Donc, on a de plus en plus de personnes qui sont connectées, qui peuvent être ciblées par des services, qui peuvent faciliter leur quotidien. Le deuxième point, l'augmentation de la pénétration et du débit Internet fixe et mobile est remarquable. Les efforts dans ce sens sont salués et doivent être maintenus, surtout pour aller vers une meilleure stabilisation de la connexion. Le troisième point, le nombre d'Algériens présents sur les réseaux sociaux impose de normaliser la communication sur les réseaux sociaux en tant que canal de communication officiel. Pour la plupart donc on parle de comptes officiels et comptes certifiés sur les réseaux sociaux pour les ministères, pour les ministres, pour les administrations. Donc c'est important, mais ça doit aussi être accompagné par une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux par les cellules de communication de ces départements, de ces ministères, pour que ce canal de communication soit un canal de communication préféré avec les citoyens, avec les médias et avec l'extérieur de façon générale. Le quatrième point, l'intérêt démontré par les Algériens pour la consommation des contenus culturels et artistiques, donc à travers surtout les statistiques de YouTube sur le contenu lié à la musique et films et tout ça, donc doit pousser les pouvoirs publics à adopter une réelle stratégie d'économie de la culture et de voir la consommation qui est occasionnelle. Si on remarque par exemple, on remarque que tous les produits ont été pratiquement bâclés juste pour passer la période du Ramadan. Donc, il n'y a pas une vraie stratégie dans ce sens. Les canaux comme YouTube, surtout si on pourra les monétiser dans le futur, peuvent être des canaux pour des productions dans ce sens. Le cinquième point, l'utilisation faite par des Algériens de l'Internet compte tenu des requêtes effectuées sur les moteurs de recherche et des sites web les plus visités semble être plus mature et plus intelligente. Ceci peut être encore amélioré en adoptant des approches d'encouragement de la production du contenu local à valeur ajoutée. Encore une fois, tous les secteurs sont amenés à utiliser et profiter d'Internet et de ce taux de pénétration, de l'amélioration de la connexion, pour essayer de produire un contenu local, au moins qui va justifier et rentabiliser l'effort fait par les autorités ou par l'État dans l'infrastructure Internet pour améliorer le débit et la connexion d'une façon générale. Anis, tu enchaînes? Ok. Alors, le sixième point, le développement du numérique ne peut se faire qu'à travers la démocratisation et la facilitation d'accès au matériel informatique. Encore une fois, la fois passée, quand il y avait toute la polémique sur les taxes qui ont été appliquées sur les objets ou le matériel acheté sur Internet par les particuliers, donc on a salué la décision d'annulation des taxes, mais on a dit aussi que ça ne suffit pas. Si on ne va pas enlever, au moins réduire les taxes qui sont appliquées aux importateurs, aux importations du matériel informatique, ça va vraiment rester comme un obstacle et un frein pour la digitalisation, pour la transformation digitale, pour la démocratisation d'utilisation d'Internet, des plateformes, si le matériel informatique reste cher. Une surtaxation, ça va impliquer automatiquement des solutions plus chères. Les éditeurs de logiciels qui utilisent ce matériel dans des infrastructures, dans des solutions, ce qui va rendre ces solutions plus chères et ça va freiner l'adoption de ces technologies. Encore une fois, ce point est très important et on espère qu'à travers la loi de finances complémentaire, que ce point sera revu
pour pouvoir être en cohérence avec la tendance et le discours officiel qui parle de modernisation, de numérisation, de transition digitale, de start-up, de technologie, ainsi de suite. Septième point, donc, Internet est devenu incontestablement un outil vital pour les Algériens. Si la vitesse de connexion elle est en nette amélioration et de plus en plus satisfaisante, la problématique de stabilité persiste. On a eu une démonstration aujourd'hui. Donc, on a aussi la partie upload qui pose aussi problème. Donc, sur laquelle il faut travailler. On sait qu'il y a des contraintes techniques par rapport à la DSL et tout, mais je pense aussi que c'est une problématique réelle. La vitesse de download, elle est relativement acceptable, mais le upload reste un obstacle pour la plupart des entreprises. Aussi, les prix de la connexion pour les entreprises, les lignes professionnelles, les prix aussi restent chers. J'espère que l'opérateur public va faire des efforts pour avoir des prix beaucoup plus attractifs pour que ces entreprises investissent sur cette partie et offrir des solutions business avec des prix acceptables. Le huitième point, l'achat sur un... Oui, Anis. Pardon, juste sur le point, tu as le prix, tu as la connexion. Il y a le pack Muhtarif qui est destiné aux startups, micro-entreprises, artisans, professions libérales, qui a des prix vraiment très, très accessibles. Donc, là, par exemple, en dessus, si on pouvait étendre les prix qui sont sur le pack Muhtarif Tout à fait. du moins peut-être jusqu'au PME, à une grande entreprise qui peut se permettre, Tout à fait. étendre éventuellement le pack Muhtarif à élargir le scope terme. Tout à fait, tout à fait. Et à un moment donné, il faut, ça veut dire, puisqu'à un moment donné, si on prend, quand on a parlé de la coupure pendant la période du bac, on sait que toutes les connexions professionnelles n'ont pas été concernées par la coupure. Donc, si les prix étaient relativement acceptables et si tout le monde, les professionnels étaient sur des lignes professionnelles, on avait peut-être un impact moins élevé. Donc, c'est dans ce sens que je pense que les prix actuels qui sont appliqués pour les entreprises restent chers et c'est l'avis pratiquement de tout le monde. Donc, huitième point, l'achat sur Internet et le e-commerce se développent considérablement. Ces leviers peuvent être particulièrement utiles pour gagner en transparence et les transactions, en termes de transactions commerciales et réduire l'économie parallèle, mais cet effort aussi doit être fait pour essayer de gagner la confiance des commerçants, de faire peut-être des facilités fiscales. Il faut essayer de trouver les moyens pour encourager cette vente en ligne et surtout que ces commerçants ouvrent leur service au paiement en ligne, soit à travers des TPE, à travers des e-boutiques ou à travers des marketplaces. Donc, cet effort, surtout dernièrement avec l'interopérabilité, avec le portail CIB Web qui a été mis en place pour faciliter, qui est aussi une étape à saluer pour l'intégration des modules de e-payment pour les web marchands. Je pense avec tous ces efforts, si on fait aussi des efforts en termes de sensibilisation sur les médias, sur les réseaux sociaux, des facilitations, des mesures attractives, je pense qu'on pourra aller rapidement vers une pénétration plus importante en termes de e-payment et pour pratiquement tous les services, toutes les factures. On peut aller beaucoup plus loin si l'effort des différentes parties va être effectué dans ce sens. Alors, le neuvième point, c'est lié au nombre d'Algériens qui sont connectés à Internet. Toutes les administrations, les institutions gouvernementales, avec toutes leurs plateformes. C'est clair, la mise en place de plateformes de e-services, de e-government, c'est des mesures à saluer, mais il faut dire qu'une e-administration efficace ne devrait pas mesurer sa performance par le nombre de démarches administratives ou la dématérialisée ou le nombre de plateformes, nombre de services. Le plus important, c'est de mesurer l'impact. Si j'ai mis, par exemple, une plateforme en termes d'état civil, le KPI, c'est que est-ce que j'ai impacté, par exemple, le nombre de personnes qui sont présentes au niveau de l'état civil? Est-ce que j'ai impacté l'utilisation de papier? Il faut avoir des mesures réelles. La même chose pour, par exemple, le casier judiciaire. Le plus important, est-ce que ces mesures, ces e-services, est-ce qu'ils ont impacté directement la vie du citoyen?
Il ne suffit pas de dire qu'on a mis en place une plateforme, mais c'est le citoyen qui ne l'utilise pas. Il faut chercher pourquoi le citoyen ne l'utilise pas, pourquoi on n'a pas assez, puisqu'on a fait, toutes ces plateformes, c'est des investissements. Donc, si on a fait des investissements, il faut les rentabiliser, il faut avoir un impact sur le quotidien du citoyen. Donc, il faut vraiment faire un travail dans ce sens d'évaluation et d'amélioration pour essayer d'aller au maximum vers des niveaux de performance élevés de ces services et rester à l'écoute du citoyen et aller vers une vraie transformation digitale du pays. Donc, ainsi, on arrive à la fin de notre présentation. Je remercie Anis, je remercie Tej, je vous remercie pour votre attention et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Comme ça. Merci beaucoup Yazid, merci Anis. Donc, on est là pour répondre à pas répondre à vos questions, mais si vous avez des remarques, des suggestions, c'est comme vous voulez. Alors, le document vous sera envoyé demain, Inch'Allah, en deux versions, la version arabe et la version française. Donc, c'est un document exhaustif de tout ce qui a été dit aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, à vous la parole. Vous pouvez lever la main et je vous donne la possibilité de parler. Alors. Pas tous à la fois. Alors, mademoiselle Amira, c'était quoi votre question, s'il vous plaît? Alors, là, je vois une question par rapport au casier judiciaire. C'est plus une remarque qu'une question. Quand la plateforme à la demande, le casier ne fonctionne pas. Effectivement, au-delà de la plateforme qui ne fonctionne pas, c'est que, par exemple, c'est que la plateforme fonctionne et que tu demandes ton truc et que quand tu te présentes au guichet pour récupérer ton casier, et pour le qui fait à l'Internet, là, donc, c'est qu'en fait, vous avez des démarches qui sont dématérialisées et on dirait que les gens qui sont en train de travailler sur la dématérialisation des démarches sont complètement déconnectés des gens qui délivrent réellement les documents. Sans compter le fait que le fait de dématérialiser une démarche pour au final aboutir une délivrance de papier, c'est pas une numérisation. Au final, est-ce qu'on peut avoir une copie du rapport? Oui, tous ceux qui se sont inscrits, on leur enverra demain. Ce n'est pas le rapport, hein, ça c'est des slides de présentation. Le rapport il est plus exhaustif. Donc, vous recevrez demain une copie en français et en arabe. La source, c'est les statistiques. Oui, alors dans l'email qu'on vous enverra, on va mentionner le lien de Data Reportal, qui est le rapport annuel qui présente les chiffres. Donc, nous, on n'a pas ni produit de chiffres. On s'est contenté de déchiffrer les chiffres pour les rendre accessibles à tout le monde, Katia. Donc, la source des chiffres, c'est des plateformes qui sont reconnues du type App Annie ou la Statista où on ne peut pas derrière remettre en cause la question des chiffres. Qu'est-ce qu'on a aussi comme question? On donne la parole à M. Qaidi Anis. Salam alaikum, صحة فطوركم. Donc, d'après les chiffres de le rapport, ne sont pas vraiment les derniers de la classe, mais il reste quand même un long chemin à parcourir. Moi, une question à M. Nabil Ababstia.
par rapport à ce qu'il qualifie, ou l'usage de ce qu'il qualifie de maturité, attendez, maturité utile, tu as l'usage des réseaux sociaux, la communication institutionnelle. Je crois qu'on zappe ici la question de l'exploitation des données personnelles. Les Algériens, nous sommes presque 30 millions sur Internet. On a des chiffres qui tutoient donc les 30 millions. Mais le rapport que vous nous avez donné, mais qu'est-ce que la question de l'exploitation des données personnelles les Algériens, les GAFAM. سي طاهر بريزونتي-vous ما تعرفناش عليك. طاهر قايدي étudiant en journalisme. Ok, étudiant. D'accord. Par rapport à l'exploitation des données personnelles les Algériens sur les réseaux sociaux. Il y a de la valeur derrière les GAFAM. Et de l'autre côté, on a un vide juridique, surtout la protection des données personnelles des Algériens. De la jungle médiatique. Yadek Saha pour la question. Ça fait plaisir de voir des gens du milieu du journalisme s'intéresser à des questions aussi stratégiques. Donc, pour ce qui est des données personnelles, alors, qui m'a l'air à travers le monde, qui m'a en Europe, par exemple, indique ce qu'on appelle RGPD, Règlement général de protection des données, qui est un framework légal qui encadre justement l'utilisation que font des parties tierces, data les citoyens de l'Europe. Alors, est-ce qu'on a l'équivalent à un RGPD FDR? Non, on n'a pas un RGPD, on a certains textes de loi qui font référence aux données personnelles. Donc, du type, par exemple, si tu fais une capture d'écran, tu as une discussion Messenger, tu n'as pas le droit forcément de l'exploiter. C'est des textes de loi assez vagues. On n'a pas vraiment un texte global, complexe, détaillé, qui fait référence à la protection des données personnelles des citoyens algériens. D'une part, en termes de framework légal, et d'autre part, en termes de maturité numérique, ça veut dire que nous, en tant qu'Algériens, on n'a jamais enseigné à nos enfants, ou même, et ça se fait par exemple en France, il y a un programme intéressant où il y a plus de 70 000 formateurs qui font le tour de le territoire pour faire des sortes de séminaires on va dire, de sensibilisation sur l'importance des questions de données personnelles. À mon sens, si on veut que la question te règle là, au-delà du framework légal, parce que ça ne sert à rien d'imposer un règlement sans que les gens comprennent essayer de créer du contenu éducatif sur est-ce que c'est important de protéger ces données personnelles et où on va dire l'avantage que sont en train de tirer les données des parties tierces qui m'a les GAFA. Donc, pour moi, la problématique, elle est en deux temps. C'est une problématique légale, d'une part, et une problématique de maturité. Anis, si tu permets aussi, il y a un point important, c'est que dans les autres pays, les GAFAM sont présents physiquement dans les pays. Ça veut dire en France, ailleurs, l'entité existe. Ça veut dire même les autorités, ils peuvent négocier l'emplacement des données, l'utilisation, ainsi de suite. La problématique, c'est que ces GAFAM ne sont pas présents en Algérie. Ça veut dire l'utilisation des données, qu'est-ce qu'ils font avec, les impôts, ils payent. Ils ont des revenus, même si ce n'est pas énorme, ils ont du revenu en Algérie sans payer des impôts. Donc, cette partie d'absence des GAFAM sur le territoire algérien pose aussi une problématique. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'en Algérie, nous avons carrément une loi, la loi numéro 1807, qui s'occupe de la protection des données personnelles. Donc, merci beaucoup, Tajdine. Voilà. Jalal, marhaba bik. Merci beaucoup. J'allais dire, allez, je te donne cet honneur. À toi. Tu as bien. En fait, je te remercie. Bonsoir à tous. En fait, j'allais répercuter pour dire oui, il y a cette loi, mais qui ne protège pas tout. Présente-toi d'abord, Jalal. Présente-toi d'abord. On te connaît. Alors, Jalal Abdallah, un expert dans le domaine des TIC, transformation digitale, cybersécurité et un petit peu dans les data centers. Donc, alors, juste pour répercuter, j'avais quelques points dont je voulais un petit peu partager mon avis.
Donc, première des choses, tout à l'heure, Anis avait parlé un petit peu de la densité de connectivité, mais je dirais c'est plutôt la densité mobile. En fait, tu avais parlé un petit peu de 110, on est aux alentours de 110-115%. C'est que la plupart des gens ont minimum deux SIM, donc ils ont plusieurs opérateurs. Mais le KPI ou l'indicateur le plus important, ce n'est pas la densité mobile, mais c'est plutôt le taux de pénétration des smartphones. À un certain moment, en fait, à une certaine époque, en 2017, j'étais directeur de la business unit device chez Jay-Z et on suivait beaucoup en fait, cette partie-là. C'est tout le monde suit le taux de pénétration des smartphones. C'est là où on voit est-ce que tout le monde est connecté et tout ça. Et à cette époque-là, on était aux alentours de 45%. Il y a eu jusqu'à 2019, on est presque arrivé à 55%, puis tout s'est arrêté. Il faut se poser cette question. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça a diminué en 2019? Parce qu'il y a eu l'arrêt du programme CKD, SKD pour tous ceux qui étaient en train de faire du montage. Donc, ce qui est un petit peu aberrant, c'est qu'on on a arrêté toute la partie CKD, SKD et on n'a pas autorisé l'importation. Mais par contre, on a laissé ouvert le champ à l'importation d'Al-Kaba. Maintenant, et ce qui était aberrant, c'était les lois. Dernièrement, on laisse les gens importer via AliExpress ou acheter via eBay ou d'autres sites e-commerce. Et on ose dire ça, c'est du e-commerce. Et après, on a appliqué des taxes à plus de 135%. Et puis après, on enlève ça. Après, on parle de digitalisation et c'est ce qui est aberrant. Ce qui m'envoie sur la deuxième partie, c'est qui est les droits de douane. Oui, c'est l'explosion. Donc, on veut parler de numérique en Algérie et on est en train d'appliquer des taux de droits de douane qui sont aberrants, des réglementations qui n'ont pas de sens, comme on doit mettre un laptop, on doit donner un laptop à l'ARPCE pour qu'il soit homologué. Si vous cherchez en ce moment, vous allez trouver deux types de laptops qui traînent dans le marché. Ceux qui viennent Kaba, qui coûtent dans les environs de 80 000 dinars, et ceux qui sont importés d'une manière officielle, qui arrivent jusqu'à 180 000, 200 000 dinars. Je parle d'une configuration, quelque chose qui est très, très, très simple, très basique. Et ça, c'est dingue. Et ça serait bien qu'il y ait des actions de la part du GAN pour qu'on sensibilise avec le département ministériel du ministère du Commerce, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pour revenir à l'histoire de la sécurité des données, oui, c'est vrai, on n'a pas une loi équivalente au RGPD. Et tu as bien dit, Anis, oui, c'est vrai, dans les autres pays, surtout dans les pays évolués, et les occidentaux surtout, les GAFAM sont présents et les données sont au niveau des continents. Et ils les ont obligés dernièrement, on a vu même qu'au niveau de l'Europe, ils ont même obligé à mettre en place un data center immense pour que les données restent au niveau de l'Europe. Donc, aux États-Unis, on n'en parle pas, mais au niveau de l'Europe, c'est là où il y a le plus de criticité. Mais quand on part en Afrique, c'est autre chose. C'est autre chose. On n'a pas. Oui, Tajdin. Merci Jalal. Je reviens donc sur l'aspect, la loi 1807. Donc, il y a tout un article détaillé sur le site du GAN. Vous allez le trouver dans la rubrique droit numérique qui détaille toutes les possibilités de gestion des données personnelles au niveau des institutions ou des entreprises, etc. Donc, la loi existe, sauf que je pense que l'autorité nationale de protection des données personnelles n'est pas encore installée, à ce que je sache. Hein. Voilà, pour répondre à la question des droits des données personnelles. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Djilali Doré nous dit, c'est très intéressant ce que vous faites. Est-ce que vous préconisez néanmoins d'autres contributions plus ciblées et spécialisées sont un prérequis
Pour faire avancer la question digitale, on a besoin de toutes les compétences nationales. Sans cela, je crains que nous allons faire les mêmes erreurs que nous avions faites dans les années 2000. Djilali, en fait, oui, Madabina, on a multiplié les initiatives et Madabina, en fait, on couvre le maximum de terrain. Après, on a besoin de contributions. Ça veut dire que, quand tu vois la liste des contributeurs, l'agence, on a essayé de mettre des ressources à disposition pour faire avancer les choses. Yazid من جهته, Salim, c'est Ben Siem qui est معنا. Donc, après, si on veut faire plus d'études, ben, on doit avoir plus de contributions. Donc, c'est à vous de rejoindre nos rangs pour être force de proposition et nous dire on voudrait faire une étude sur ce volet ou نمشيو معاكم. Donc, mais on a besoin que vous soyez tout le monde pour faire avancer les choses. GAFA, aucune présence légale. Oui, on vient d'en parler. Dans la parole, Anis, bon, nous Avez-vous avons une idée sur l'impact de l'obligation d'héberger les données? on donne la parole à M. Gilles. Oui. تفضل M. Gilles. Nous avons une invitée de marque, Monsieur le ministre de la Poste et des Télécommunications, Monsieur Karim Bibi Triki, qui est avec nous. Marhaba bik, Monsieur le ministre. On vous donne donc la parole puisque Monsieur Gilles n'arrive pas à parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. À vous la parole, Monsieur le ministre. بارك الله فيك تسليم. Je ne sais pas si راكم تسمعوني هكذا. نسمعوك سي بون. مساء الخير وصحة رمضانكم كامل. Ravi de partager encore une fois ce webinaire avec vous tous. Bien sûr, je commencerai par remercier le GAN pour cette initiative et pour tous les efforts qui sont consentis pour aider l'ensemble de la communauté des acteurs du numérique et tous les acteurs, qu'ils soient du secteur économique ou là, du secteur du gouvernement ou là, de l'administration, nous aider tous à relever ensemble, encore une fois, ce défi de la transformation numérique. Et je pense que l'analyse qui a été développée aujourd'hui démontre, encore une fois, un niveau de professionnalisme et d'intérêt aussi pour accomplir une autre mission importante, une mission pédagogique, pour expliquer, parce qu'il y a tellement d'indicateurs, il y a tellement de classements, il y a tellement de notions. Et bien sûr, notre souhait à tous, c'est de voir les professionnels prendre en charge, encore une fois, cette communication et ce volet pédagogique. Il y a une responsabilité qui incombe au pouvoir public, mais il y a une responsabilité qui incombe aussi à la société civile, notamment aux associations et aux groupements comme le GAN, pour, encore une fois, vulgariser, mais pas seulement vulgariser, comme je l'ai dit, faire beaucoup de pédagogie par rapport à des notions qui parfois sont un peu abstraites ou là, à travers certains indicateurs, peuvent nous induire en erreur. Donc, je ne peux que vous féliciter pour l'initiative et pour la qualité de l'analyse et du contenu. Je pense que le rapport Data Reportal est un des rapports qui peuvent nous indiquer sur l'état du numérique, l'état de l'infrastructure Internet, les usages. Il y a d'autres rapports. Et l'idée, c'est à travers ces différents rapports, avoir convergé vers une analyse, un point de situation qui soit le plus proche de la réalité. Je ne sais pas si j'ai le temps, je voudrais quand même rebondir sur certains points qui ont été évoqués dans l'analyse du rapport ou là, à travers peut-être même les questions. Sinon, je pourrais me contenter encore une fois juste de réitérer à quel point je suis content de partager cette heure avec vous et partager cette analyse qui a été très instructive. Allez-y, Monsieur le ministre, on a besoin de vous éclairement. Barakallahu fikum, je vais essayer de ne pas trop tarder. Pour revenir l'essentiel, du moins le principal insight, ou là, le principal enseignement que personnellement j'en tire de ce rapport. Si nous sommes un acteur économique, si nous sommes un acteur du numérique, et nous prétendons offrir des services numériques, des services en ligne, la première question à laquelle nous devons répondre lorsque nous établissons notre plan d'affaires, j'allais dire, lorsque nous analysons l'opportunité, c'est de dire combien de clients potentiellement je pourrais toucher par mes services. Et de la même manière, إذا كنت أنا إدارة ونحب نطور خدمات عبر الخط، خدمات عبر الإنترنت،
أول سؤال كذلك نطرحه لنفسي، كم عدد المواطنين اللي ممكن يستفادوا من هذه الخدمات اللي راح نقدمها عبر الانترنت. Et je pense que le taux de pénétration que vous avez évoqué, qui d'ailleurs est légèrement inférieur par rapport au taux de pénétration si on compte le nombre d'abonnés. Je vois une remarque qu'on ne m'entend pas bien. Je vais peut-être rapprocher un peu plus mon micro. Non, non, نسمعوا. Un petit peu saccadé, c'est la connexion, Monsieur le ministre. C'est la connexion. Désolé. Normalement, j'ai une bonne connexion. Très bien. Donc, ça dépend. J'ai du 5 sur 5 et j'ai parfois du moins que 5. Donc, نرجع البوان que je voulais évoquer. كما قلت الاستنتاج الأساسي ولا الرئيسي بالنسبة لي عبر هذا التحليل. اسمحوا لي, je vais utiliser tantôt l'arabe, tantôt la langue étrangère. Le principal enseignement, c'est, encore une fois, si je suis une entreprise et je veux développer des services en ligne, ou si je suis une administration et je veux développer des services en ligne, la première question importante à laquelle je dois répondre, c'est quel est le potentiel de mes clients ou de mes citoyens qui pourront accéder à ce service. Et le taux de pénétration qui a été évoqué dans le rapport est un taux très encourageant. Il est parmi les meilleurs à l'échelle mondiale. C'est juste un indicateur. Vous avez évoqué, si on est connecté à l'Internet, mais la qualité de la connexion n'est pas bonne, on n'est pas pour autant, j'allais dire, prêt à adopter ces services. Si on est connecté à Internet, mais juste via un smartphone, et peut-être qu'il y a d'autres services qui nécessitent d'autres appareils, qui nécessitent peut-être des ordinateurs. Là aussi, c'est des volets sur lesquels nous devons travailler pour, encore une fois, amener plus de citoyens, plus de clients à adopter ces services. Si j'ai les deux, si j'ai le device, si j'ai la connexion, mais peut-être la qualité du contenu ou des services qui me sont offerts, les interfaces à travers lesquelles j'accède à ces services ne sont pas à mon goût ou ne sont pas suffisamment simples. Bien entendu, c'est aussi un autre volet sur lequel nous devons continuer à travailler pour, encore une fois, amener de plus en plus de citoyens à utiliser et à adopter ces services. Donc, je pense sur la partie infrastructure, sur l'obligation de moyens. Il y a eu des efforts considérables. Quand on dit que 60% من المواطنين يستعملوا الانترنت, ça reflète deux choses. Ça reflète que l'internet راه موجود في جل أنحاء الوطن. باش ما نقولش كل أنحاء الوطن. طبعا الوطن تاعنا يعني بلادنا واسعة الله يبارك. Il y a toujours encore des zones où on doit faire arriver cette connexion Internet et nous sommes en train de nous atteler pour le faire dans les meilleurs délais. Mais arriver à ce taux, encore une fois, cela veut dire que la majorité des territoires sont aujourd'hui couverts par une connexion Internet, soit mobile, soit fixe. Cela veut dire aussi que cette technologie, non seulement elle est disponible, mais elle est accessible. Donc, il faut la rendre disponible. Il faut déployer plus de fibres optiques, il faut déployer plus d'équipements. Mais en plus, il faut le faire avec des coûts qui permettent à la majorité des citoyens aussi, pour ne pas dire tous les citoyens. طبعا هدفنا autant que حكومة autant que دولة أنه كل المواطنين تاعنا تكون عندهم ولوج لهذه التكنولوجيات الحديثة. ف encore une fois, si on part de ces indicateurs, je pense que nous avons une énorme opportunité devant nous. Maintenant, avec toutes les insuffisances qu'il faut continuer à adresser, qu'il faut continuer à lever, à améliorer. Mais واش هو موجود يسمح لنا de faire énormément de choses. Si on revient à une des analyses aussi, c'est par rapport aux réseaux sociaux, à ces plateformes où l'essentiel du contenu aussi qui est partagé. Vous savez, ce qui nécessite des investissements, ce qui nécessite l'amélioration de l'infrastructure, c'est d'abord un contenu particulier qui est la vidéo. Et la vidéo aujourd'hui représente, je ne peux pas donner un chiffre exact, mais plus de 70% du contenu que nous partageons aujourd'hui au niveau de ces plateformes que nous connaissons tous et que vous avez mentionnées et qui ont aujourd'hui presque 30 millions d'abonnés, presque 30 millions d'utilisateurs actifs tous les jours.
nous avons fait un travail pour que cette consommation de la vidéo soit optimale, en mettant d'abord en cache l'essentiel de ces plateformes, que ce soit les plateformes de Google, notamment YouTube, ou là que ce soit les plateformes de Facebook, par exemple. Et c'est ce qui nous a permis justement d'augmenter le débit et d'augmenter le nombre d'abonnés et d'augmenter surtout la consommation de data. Il y a une donnée qui ne figure pas dans le rapport Data Reporter parce que je pense que l'essentiel des statistiques vient de sondages, mais il y a une donnée importante que je voudrais partager avec vous aussi, c'est qu'en parallèle à cette augmentation du nombre d'utilisateurs, il y a une augmentation de la consommation du volume de données par utilisateur et par mois, qui a pratiquement doublé durant les 2 années Hadou, et on sait tous, c'est en grande partie dû, encore une fois, au comportement tel citoyen qui a évolué avec la crise sanitaire, la crise du Covid. Mais en même temps, à travers l'intérêt grandissant par rapport, encore une fois, à ces services en ligne. Alors, comme vous l'avez mentionné dans les recommandations, l'essentiel des Algériens est sur Internet aujourd'hui. Et c'est une opportunité pour le gouvernement pour offrir plus de services en ligne. Et c'est une opportunité aussi pour les opérateurs économiques qui s'intéressent au numérique d'offrir aussi plus de services en ligne. Ça pourrait être des services de e-commerce, mais pas seulement. Il y a énormément d'opportunités, encore une fois, si nous arrivons ensemble à développer ce contenu, qu'il soit institutionnel, gouvernemental ou qu'il soit économique, commercial. Je pense que nous aurons un meilleur retour sur investissement par rapport à tous les investissements qui ont été consentis dans cette infrastructure. Bien sûr, les gens continueront à fréquenter les réseaux sociaux et les plateformes de divertissement. Je ne vois pas de mal à ça, mais en parallèle, on aimerait bien voir nos concitoyens utiliser cette même infrastructure sur des applications qui d'ailleurs sont beaucoup moins exigeantes. Payer sa facture par Internet nécessite beaucoup moins en matière de performance que regarder une vidéo ou un film sur Internet. Vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, il n'y a pas de raison pour que cette infrastructure permette cela et ne permette pas d'accéder à des services administratifs ou à des services de e-commerce ou de e-payment en ligne. Et si je prends l'exemple, quelques exemples juste pour illustrer l'effort qui est fait aussi par les autorités publiques dans ce domaine, au-delà des services publics que vous connaissez déjà et que j'espère vous exploitez, vous utilisez déjà. Je prends 2 expériences récentes. Ouais, je l'ai déjà évoqué à une autre occasion, c'est celle des inscriptions dans les nouveaux bacheliers. Avec un effort du ministère de l'Enseignement supérieur, à travers une plateforme d'inscription en ligne, et avec un partenariat avec Algérie Post, à travers toujours dans la même plateforme, la possibilité de payer les frais d'inscription en ligne. Plus de 300 000 étudiants, nouveaux étudiants, se sont inscrits en ligne. Yani, كل les bacheliers, 340,000 pour être plus juste. Plateforme numérique. من 340,000 هادو 100,000 منهم دفعوا الاستحقاقات دفعوا les frais d'inscription من خلال الذهبية عبر الانترنت. إذا هذه مثال تاع un service en ligne récent qui nous montre encore une fois que avec les moyens qui existent, et j'insiste et je répète pour que mes propos ne pas, et en améliorant Internet chez ceux qui l'ont, peut-être avec des technologies qui sont devenues un peu anciennes ou des raccordements qui ne sont pas de qualité et que nous devons bien sûr améliorer. Mais en parallèle à ça, il y a des choses qui peuvent se faire, il y a des choses qui se font. Voyez là-dessus. J'invite aussi l'écosystème des acteurs à engager de plus en plus de services en ligne, que ce soit pour le e-commerce ou pour n'importe quel autre service ou n'importe quel autre contenu en ligne. Je vous encourage, le taux de pénétration encourage, il y a une énorme opportunité devant nous. Si vous voulez lancer un service payant en ligne, vous avez entre les détenteurs de carte CIB et les détenteurs de carte Dahabia, qui m'a et vous l'avez rappelé, avec l'interopérabilité maintenant, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous pouvez, avec
la même plateforme, la même interface, vendre à des clients qui sont porteurs de cartes CIB ou de cartes PHDIA. Un seul effort. Il y a plus de 11 millions maintenant entre les vous avez potentiellement 1 million de clients qui peuvent non seulement acheter en ligne vos services, peut-être les consommer en ligne si c'est des services, pas des produits, et vous payer en ligne. C'est une énorme opportunité, encore une fois. Il y aura toujours certains qui ont essayé de se connecter, ou le moment avec la connexion, stable, mais bien sûr. Mais on parle de macro, on parle de millions. Et notre objectif, encore une fois, c'est de permettre à tout citoyen, là où il se trouve, d'accéder et de bénéficier de ces services. Et c'est un travail continu que nous menons. Donc, peut-être, on va voir comment incentiver davantage, notamment l'écosystème, notamment sur le volet économique. Je pense que le volet administratif ou le pouvoir public, il y a suffisamment d'incentives, puisque ça figure dans les objectifs du gouvernement, que d'améliorer encore une fois l'adoption du numérique et d'améliorer les services en ligne en quantité et en qualité, avec des KPI d'obligation de résultats, comme vous l'avez mentionné, et pas seulement d'obligation de moyens. Mais en parallèle, c'est aussi important de vous voir, vous, les acteurs, bénéficier de ces infrastructures qui ont nécessité des investissements lourds, bénéficier de tout cela pour développer votre business, pour développer les activités de services numériques d'une manière générale. Et peut-être qu'on pensera à faire des benchmarks ou voir qui sont, encore une fois, les acteurs qui peut-être sont en train de guider cet effort. Pour revenir au paiement électronique, vous avez mentionné les statistiques du GIE monétique et comme vous l'avez pu constater, de notre côté, nous essayons à travers les grands facturiers d'instaurer cette confiance, d'instaurer cette pratique. Aujourd'hui, tous les opérateurs télécoms, qu'ils soient sur le fixe, Algérie Télécom ou les 3 opérateurs mobiles, sont en train d'enregistrer des records en matière de paiement de factures en ligne, que ce soit pour des recharges ou des paiements de factures. Nous avons commencé à travailler aussi avec d'autres grands facturiers qui ne sont pas du secteur de la poste et des télécoms, parce qu'à la rigueur, les opérateurs télécoms, ils sont déjà du domaine. Donc, c'est naturel qu'ils représentent aujourd'hui plus de 90% des opérations de paiement en ligne. Mais nous avons travaillé aussi avec les entreprises dans le secteur des ressources en eau, le genre CA, CEOR, CEOC, l'ADE, pour pousser davantage le paiement en ligne. Idem pour la Sonelgaz et pour d'autres entreprises. Air Algérie, les compagnies d'assurance sont en train de donner l'exemple aussi là-dessus. Et j'espère qu'il y aura d'autres entreprises, pas uniquement les grands facturiers, mais éventuellement des grands facturiers aussi du secteur privé, en dehors du secteur des télécoms, qui vont favoriser davantage le paiement de leurs factures ou leurs dus à travers Internet. Et bien entendu, tous les sites de e-commerce algériens que nous encourageons une fois à adopter ou à offrir ce moyen de paiement et voir comment nous pouvons encore une fois incentiver l'utilisateur final. Il y a plusieurs défis à remonter avec l'utilisateur final. Il y a le défi de la confiance, il y a le défi de la simplicité de l'interface, comme je l'ai dit, et il y a le défi de l'infrastructure. Et nous devons joindre nos efforts pour travailler tous ensemble à améliorer cela. Il faudra que trimestre après trimestre, on profite un petit peu de cette V0, de cette vitesse initiale, de cette impulsion qui est venue avec cette malheureuse crise du Covid, mais qui a donné au moins ce bienfait, j'allais dire, sur la partie du e-payment. Nous profitons de cette tendance, la courbe est exponentielle, mais par rapport à notre potentiel, je pense que nous pouvons faire beaucoup plus. Par rapport aux réseaux sociaux et comment les institutions, ou même les entreprises, peuvent considérer davantage ce canal, pas uniquement pour... je pense qu'on a quand même, vous avez pu le constater aujourd'hui, tous les départements ministériels ont des pages au niveau de ces plateformes, au niveau de ces réseaux. Pour éviter les confusions, les fake news et tout ce qui s'ensuit, il y a un effort de certification de ces pages. 99%, j'allais dire, de ces pages aujourd'hui sont des pages certifiées et nous avons besoin de l'effort de tout le monde, notamment des médias, pour expliquer aux citoyens que
Une page certifiée, c'est une source fiable de l'information. Une page qui n'est pas certifiée, on ne peut pas demander à l'institution les autres pages. On en supprime tous les jours des centaines. Et il y a tous les jours des centaines qui sont créées par des personnes malheureusement mal intentionnées. Mais la meilleure façon, encore une fois, de nous assurer que nos concitoyens sont exposés à des contenus qui proviennent de sources fiables, c'est d'expliquer aussi le rôle de cette certification des pages. Mais au-delà de cela, je vous l'accorde, c'est un constat que nous faisons nous-mêmes. Il ne suffit pas de poster quelque chose sur la page d'un ministère. Il faut que j'ai des community managers qui vont interagir avec les citoyens. Il faut que je considère cette page comme étant un des canaux de communication bidirectionnel. Mais là aussi, je voudrais rappeler quelque chose. Quand vous commencez sur le numérique et vous n'avez rien d'autre avant, vous partez sur du tout numérique. Mobile first, comme l'a dit Anis. Quand vous avez un existant, si vous êtes une administration aujourd'hui, vous ne pouvez pas éteindre les autres canaux et dire dorénavant, ce sera les réseaux sociaux. Vous devez continuer à avoir peut-être un centre d'appel et vous devez continuer à avoir des guichets pour recevoir aussi les réclamations des citoyens. C'est valable pour certaines grandes entreprises que je connais. Et donc, pendant la période transitoire, où on bascule du monde classique au monde tout numérique, il y a une période transitoire où nous devons entretenir différents canaux. Entretenir différents canaux veut dire avoir du personnel sur différents canaux, veut dire avoir de l'infrastructure sur différents canaux. Hier, aujourd'hui, si on n'est plus amené à ouvrir encore des points de vente ou des bureaux de poste ou même des bureaux de l'administration. Mais on ne peut pas dire à ceux qui n'ont pas encore décidé de basculer sur le numérique, il n'y a rien pour vous. Soit vous basculez sur l'interface des réseaux sociaux et vous déposez votre réclamation dans cette plateforme, soit on ne la prendra pas en charge. On n'est pas encore à ce niveau-là. Pendant cette période, on est appelé à multiplier les investissements et les efforts. Et les ressources ne sont pas infinies. Les ressources sont ce qu'elles sont. On essaye de les optimiser, on essaye de les maximiser. Mais je sollicite votre indulgence pour comprendre l'exercice tel qu'il se présente réellement, notamment pour certaines grosses administrations ou même grosses entreprises. Mais cela ne veut pas dire que, effectivement, nous devons consacrer plus d'efforts pour que ces canaux, à travers les réseaux sociaux, ne soient pas uniquement des canaux d'annonce, mais carrément des canaux d'interaction. Au-delà de nos pages, nous devons surveiller, pas surveiller dans le sens surveiller, mais donner l'attention nécessaire à tout ce qui se dit, tout ce qui se réclame en dehors de nos pages aussi. Parfois, certains de nos concitoyens préfèrent, au lieu de faire une réclamation dans la page ou là, au niveau du site web du département concerné, faire un post séparé pour des raisons qui les concernent. Et même cela, nous devons développer des moyens pour pouvoir être à leur écoute. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport les principaux points qui ont été évoqués. Sur la protection des données personnelles, je pense que Tajdine vous avez répondu. Donc, il y a une loi, la 1807. Au fait, cette loi n'a pas encore été complètement mise en œuvre. Entre autres, il y a des instances à mettre en place, notamment l'autorité de la protection des données personnelles. Cette loi, elle est menée par le département de la justice, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui évolue et Inch'Allah, nous verrons tous les textes d'application et toutes les instances qui permettront de mettre en œuvre cette loi. Nous les verrons aussi dans les plus brefs délais, nous les verrons en œuvre. Et là aussi, on aura besoin de faire un effort collectif. Parce que si on devrait appliquer la réglementation en matière de protection des données personnelles comme ça, demain, sans qu'il y ait un effort de la société, je veux dire, d'une manière générale, et notamment des opérateurs, je ne pense pas que nous avons besoin d'une période où, encore une fois, tout le monde doit faire l'effort nécessaire. Vous savez, c'est des réflexes. Pour nous inscrire à ce webinaire, on nous a sollicité un nom, un prénom, un numéro de téléphone et une adresse email. Et
le fait de citer ces informations en application de la loi, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces données ne soient utilisées que pour les fins de ce webinaire et par des procédures et des moyens de conservation et de protection et de sécurisation. Vous imaginez l'effort que ça demande, vous imaginez le nombre d'événements auxquels nous nous inscrivons aujourd'hui en donnant nos informations, ces informations-là. Donc, je dis ça juste encore une fois pour rappeler que la relève de ce défi, ce n'est pas juste une affaire de moyens matériels ou de logiciels ou de ressources humaines. C'est aussi une évolution de la culture et des réflexes et qui nécessite encore une fois l'engagement de tout le monde. Je pense que l'exemple est donné par le GAN à travers cette implication dans la vulgarisation, dans la pédagogie. Nous avons énormément besoin de faire un effort sur la pédagogie pour expliquer, pour mieux éduquer, pour mieux armer nos concitoyens à devenir des citoyens qui prospèrent dans ce nouveau monde, le monde virtuel ou le monde du numérique. Encore une fois, je vous remercie d'abord pour l'initiative, pour la qualité du contenu et de la présentation et même je remercie au-delà du GAN et des contributeurs, je remercie tous ceux qui ont assisté en donnant de l'importance à ce volet-là. J'espère avoir donné au moins quelques éclaircissements pour revenir à l'infrastructure, ce qui me concerne particulièrement et concerne le département de la Poste et des Télécoms. La feuille de route, elle est claire, vous la connaissez, je l'ai développée plusieurs fois, peut-être qu'il faudra que je la développe davantage. Nous avons l'objectif de connecter 2/3 des foyers à l'Internet fixe d'ici 2024. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4 200 000 foyers qui sont connectés à l'Internet fixe. Et nous devons ramener 2 millions. Tout développement de nouveaux accès est en train de se faire sur du FTTH, sur de la fibre jusqu'à la maison. C'est ce qui va nous permettre justement de répondre aux exigences croissantes en matière de performance du réseau, que ce soit sur le volet débit ou là sur le volet stabilité ou là sur le volet upload que vous avez évoqué, sachant que la DSL aujourd'hui présente des barrières technologiques sur la partie upload. Donc la priorité est à l'FTTH. Et là aussi, vous avez, j'espère, constaté l'effort qui est consenti par Algérie Télécom à travers un réseau de TPE qui sont en train de l'accompagner pour raccorder toutes les nouvelles cités, toutes les nouvelles villes, tous les nouveaux quartiers en FTTH dès le départ. Bien sûr, il y a une infrastructure existante, il y a une legacy. Et là aussi, contrairement à d'autres pays où l'Internet, ça fait 5 ans, et ils ont pu le mettre directement sur la dernière technologie, je voudrais rappeler que l'Internet est présent, enfin la DSL, est présent en Algérie depuis 2003-2005. Ça fait plus de 17 ans. Et donc, il y a une infrastructure qui nécessite une modernisation. C'est ce que nous avons fait avec les gens qui étaient raccordés sur le TDM. Ils ont tous été basculés sur du FTTH. Il y a encore plus de 2 millions d'abonnés qui sont sur la DSL. Certains ont une bonne connexion à DSL, ils peuvent monter jusqu'à 20 mégas, voire plus. Certains ont une mauvaise connexion à DSL. C'est un travail de fourmi que nous sommes en train de faire. Et idéalement, c'est que nous les basculons aussi dans les plus brefs délais vers l'FTTH. Mais je vous mentirais si je dirais qu'on peut faire tout ça en même temps. Il y a des gens qui attendent d'être raccordés à l'Internet. Et ils disent, nous sommes prioritaires, mais il y a des gens qui sont raccordés avec la DSL, mais qui disent, on voudrait bien avoir l'FTTH, nous aussi. Nous avons une feuille de route qui nous permet d'adresser les deux en parallèle, et j'espère encore une fois, d'ici 2024, nous aurons non seulement 6 millions de foyers raccordés à l'Internet fixe, à l'Internet au débit fixe, mais que l'extrême majorité de ces 6 millions soit en FTTH aussi, pour ne pas dire peut-être la totalité, Inch'Allah. Du moins, c'est l'objectif, l'Insaouli. Voilà un petit peu, je voudrais pas le merci de m'avoir donné l'opportunité d'apporter un petit peu ces éléments additionnels. S'il y a d'autres questions éventuellement, je suis toujours à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclaircissements
pour les participants qui peut-être auraient préféré que je m'exprime باللغة العربية إن شاء الله ربما نديروا ويبينار واحد آخر يكون باللغة العربية باش كامل الناس تستفاد. على كل حال j'espère encore une fois que les éléments et le contenu étaient bénéfiques. Merci, merci, Monsieur le ministre, pour ces éclaircissements, pour ces précieuses informations. Je précise que Monsieur le ministre s'est inscrit, comme vous tous, directement sur le formulaire et on l'a trouvé avec nous dans le webinaire. Marhaba bik, Monsieur le ministre, avec Saha. Monsieur Adel Gilles, vous avez demandé la parole tout à l'heure. Je vous ai donné la parole, mais vous n'avez pas pu parler. Est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Non. Je pense que nous avons dépassé le délai. Merci beaucoup. Inch'Allah, vous allez recevoir tous demain, Inch'Allah, le document en arabe et en français. Merci. Sahaf Torkom, Sahas Torkom, et à d'autres événements, Inch'Allah. Comme Saha, shukran, Sahas Torkom. Merci à vous. Salam alaikum, Sahas Torkom.